Allez, explication avec notre invité Benoît Gremard. Merci d'être connecté à France 24. Vous êtes chercheur associé à l'Institut d'études de stratégie et de défense à l'université Jean Moulin Lyon 3. Londres et Paris donc vont faire évoluer leur coopération militaire. Ça doit être annoncé tout à l'heure avec cette rencontre entre Keir Starmer et Emmanuel Macron. Le texte prévoit que les deux puissances vont pouvoir coordonner leurs moyens respectifs en cas de menace extérieure. Dites-nous ce que ça veut dire concrètement. Ça veut dire qu'on arrive là à la dimension opérationnelle d'un élan qui a été lancé il y a 30 ans avec la déclaration des Shakers en 1995. Jusqu'alors, effectivement, c'était plutôt une dimension politique avec un discours commun dans l'idée où on partageait à ce moment-là des intérêts vitaux au niveau européen. Ensuite est venue vers les années 2010 une dimension un peu plus technique avec le traité de Lancaster House et le traité Teutates, un peu plus technique au niveau de la coopération militaire et scientifique. Là, aujourd'hui, c'est une dimension beaucoup plus opérationnelle qui va faire travailler ensemble, je pense, les états-majors dans l'idée où, par-delà les intérêts communs, il s'agit de protéger l'Europe de toute menace extrême, avec notamment cette nouveauté, la création d'un groupe de supervision nucléaire. Mais sur la coordination, ça veut dire quoi? C'est une sorte d'article 5 comme l'OTAN, si un des membres est attaqué, les autres lui portent secours? Ce serait une redondance. Non, on est plus dans la coordination d'opérations communes, de coordination, je dirais, de politique, de capacité. Par exemple, ça peut être l'idée de patrouilles sous-marines pour éviter notamment la collision de deux sous-marins qui s'était effectuée en février 2009. Sur le nucléaire, coordination, ça ne veut pas dire, bien sûr, perte de souveraineté. Les deux pays vont rester indépendants. Oui, absolument. Dans l'idée où, statutairement, le chef de l'État est responsable de la dissuasion nucléaire française et le Premier ministre anglais également. Non, il ne s'agit pas à ce moment-là d'un dévoiement, je dirais, de la souveraineté des deux pays au niveau de la question nucléaire, mais plus une sorte d'examen de la politique nucléaire de chacun, un peu ce que l'on retrouve au niveau de l'OTAN avec le groupe des plans nucléaires. Mais vous y voyez aussi quand même un message adressé aux Russes qui utilisent ce chantage nucléaire très, très souvent depuis le début de l'invasion en Ukraine. Là, les Français et les Britanniques, en quelque sorte, désamorcent ce chantage russe. Effectivement, c'est un message fort envoyé à la fois à la Russie, mais également aussi à l'Allemagne. La Russie, dans l'idée où la Russie joue beaucoup des diversions des Européens pour gagner du temps, semer la zizanie et maintenir en fait à un bas niveau l'effort d'entraide européen sur le théâtre ukrainien. Là, le fait que deux puissances nucléaires renforcent, je dirais, leur soutien et leur alliance vis-à-vis d'une menace commune permet justement de rebattre les cartes. La France, c'est un peu moins de 300 têtes nucléaires. Le Royaume-Uni 225 avec la prévision de monter à 260. Donc vous arrivez à un peu plus de 500 têtes nucléaires, ce qui comparativement aux 1500 têtes nucléaires russes ne constitue qu'un tiers, mais tout de même le symbole est plutôt symboliquement fort. Mais on reste dans la dissuasion, on n'est pas dans l'escalade. D'ailleurs, les Russes n'ont pas réagi. Exactement, oui, dans l'idée où ce qui se joue a déjà été préparé 30 ans avant, avec, comme je vous disais, la déclaration des Shakers. L'idée n'est pas tant de menacer, mais plutôt de conforter l'alliance franco-britannique d'entraide et de soutien, ce que l'on retrouve aussi dans d'autres cadres, notamment otaniens, mais également vis-à-vis des Américains, je dirais, de pallier aux incertitudes sur l'engagement américain au niveau de la guerre en Ukraine. Oui, sur ce sujet-là, il faut y voir aussi un pas de côté, disons, des Britanniques qui sont dépendants des États-Unis en matière nucléaire. Est-ce qu'ils montrent là la volonté de asseoir leur capacité d'autonomie stratégique ? Oui, dans l'idée où ils ont déjà commencé en 2010 à le faire avec un exemple d'unique coopération militaire nucléaire au monde, avec le traité de Teutates qui permettait d'assurer la fiabilité des têtes nucléaires françaises et anglaises, notamment au laboratoire de Val-Duc en Bourgogne. Keir Starmer et Emmanuel Macron doivent aussi remettre sur les rails le programme conjoint de missiles de croisière. Et ça, c'est important pour les Ukrainiens. Croisière, missiles Scalp et Storm Shadow, donc français et britanniques. Là aussi, c'est un message adressé aux Russes, aux Ukrainiens, et une volonté de soutenir la souveraineté du vieux continent.
Tout à fait. Dans l'idée où ce type de missile est indispensable en fait pour continuer la lutte sur le territoire ukrainien, ce qui permettra aussi de faire de multiples commandes, notamment pour un de nos champions missiliers MBDA en France. Et l'idée, par-delà le programme de missiles de croisière et de missiles de croisière Scalp, vous avez aussi les projets donc de développement de futurs missiles ainsi que de missiles anti-navires. Et les Allemands dans tout ça? Les Allemands, justement, vis-à-vis à la fois de l'augmentation des dépenses militaires qu'ils font au niveau de leur armée pour devenir à long terme la première armée d'Europe, et vis-à-vis notamment du Scalp, vous savez, le projet d'avion tripartite avec 3 pays qui a du mal justement à décoller, c'est un message fort dans l'idée où la France et le Royaume-Uni peuvent assurer le parapluie nucléaire européen, et ce, sans l'Allemagne. On va assister aussi à donc cette nouvelle réunion de la coalition des volontaires pour l'Ukraine que Paris et Londres avaient lancée début 2025. C'est la 3e réunion cette fois. Est-ce que ce genre de format resserré entre pays européens pourrait être une nouvelle manière d'avancer déjà vers l'Europe de la défense, même si les Britanniques n'y font plus partie, et peut-être d'avancer hors de l'OTAN? Oui, mais ça aussi, ça avait été déjà lancé en 2010 avec le traité de Lancaster House qui prévoyait et qui a mis en place une force expéditionnaire commune franco-britannique. Là, on l'ouvre justement pour créer des brigades de volontaires, un petit peu, et on retrouve en fait un certain vocabulaire des années de la guerre d'Espagne, dans les années 30, avec les corps expéditionnaires volontaires, de manière justement à adapter les outils mis en place il y a 30 ans au contexte actuel de la guerre en Ukraine.